Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Commençons avec les titres de l'actualité. Rencontre entre gouvernement et représentants du syndicat national des transporteurs par taxi. Le Premier ministre annonce le lancement d'ateliers de travail encadrés par un calendrier précis pour la prise en charge des dossiers professionnels et sociaux du secteur. Actualité internationale, les Marocains en proie à la précarité sociale et à la pauvreté, notamment dans les régions rurales. Véritable reflet de l'échec des politiques du Merzen. On revient également sur une politique contestée par les Marocains, celle de la normalisation avec l'entité sioniste, souvent perçue comme une trahison à la cause palestinienne. Dans l'actualité également, cette explosion de vues sur les réseaux provoquée par eShow Speed, le célèbre streamer américain de passage en Algérie qui a fait le buzz avec son voyage marqué par la découverte et l'échange culturel. Le potentiel touristique de l'Algérie est également vanté par la chaîne YouTube True Globe qui a récemment consacré un documentaire dans lequel elle estime que l'Algérie est un pays aux potentialités avérées mais qui reste méconnu. On en parle dans un instant. Bienvenue à tous. Je disais à l'instant, le Premier ministre Sefer Riyeb a annoncé ce samedi, lors de sa rencontre avec les représentants du syndicat national des transporteurs par taxi, le lancement de véritables ateliers de travail encadrés par un calendrier précis destiné à traiter l'ensemble des dossiers professionnels et sociaux et à réduire les accumulations enregistrées dans le secteur des transports. Il a à cette occasion mis en avant le suivi particulier et l'intérêt majeur qu'accorde le président de la République Abdelmadjid Tebboune à ce secteur stratégique. Lors de cette rencontre tenue en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et du transport, ainsi que le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, le Premier ministre a réaffirmé sa confiance quant à la prochaine étape, affirmant que le secteur des transports s'apprête à connaître un saut qualitatif, à même d'améliorer les conditions de travail des professionnels et d'élever le niveau du service public, saluant au passage la conscience professionnelle des acteurs du secteur et leur rôle essentiel dans la garantie de la continuité de ce service. De son côté, le syndicat national des transporteurs par taxi a salué cette initiative, y voyant une étape importante pour le renforcement des ponts de confiance entre les institutions de l'État et les professionnels du secteur des transports, notamment les chauffeurs de taxi, réaffirmant sa disponibilité à s'engager de manière responsable et constructive pour la stabilité du secteur. Et de son côté, l'Union générale des commerçants et artisans algériens a estimé que cette rencontre reflète la volonté politique sincère de l'État de consolider le dialogue avec les partenaires sociaux. Et dans le cadre du soutien à l'excellence scolaire et de la prise en charge des jeunes talents et compétences, la première phase qualitative de la 3e édition des Olympiades algériennes de mathématiques a été lancée aujourd'hui à Alger, sous la supervision du ministre de l'Éducation nationale. Près de 285 000 candidats ont pris part à cette phase éliminatoire de la compétition dont l'objectif est d'identifier et de préparer l'équipe nationale composée d'élèves talentueux en mathématiques et ce, en vue de leur participation aux compétitions internationales, régionales et continentales, ce qui contribuera au renforcement de la présence de l'Algérie dans les forums scientifiques et à l'ancrage d'une culture de l'excellence et de l'innovation dans le milieu scolaire. À l'étranger, les Razaouis font face aux attaques incessantes de l'entité sioniste qui fragilise davantage le cessez-le-feu en place depuis quelque temps déjà. Les civils sont enterrés tous les jours, notamment de nombreux enfants décédés des suites du froid glacial et de la faim, mais aussi à de graves pénuries d'eau, nous dit Enishir dans ce papier. Après l'entrée en vigueur de la 2e phase de l'accord de cessez-le-feu, l'occupation sioniste persiste à ouvrir davantage le feu en direction des civils palestiniens. Plus de 10 martyrs ont été transférés vers les hôpitaux de Raza à la suite d'une série de frappes aériennes menées par des avions de combat de l'occupation. Depuis l'accord du cessez-le-feu, l'UNICEF déclare que plus de 100 enfants ont été tués par l'armée d'occupation. Amnesty International dénonce et condamne l'entité sioniste qui continue de perpétrer un génocide contre les Palestiniens malgré le cessez-le-feu.
Je voulais juste vous alerter sur le fait que le cessez-le-feu à Gaza, annoncé il y a 3 mois, n'existe pas et que le génocide continue. Depuis le 10 octobre dernier, 450 Palestiniens ont été tués à Gaza. Parmi eux, plus de 100 enfants. Des centaines d'autres enfants ont été blessés. Par ailleurs, Israël continue à tout raser. 2500 bâtiments ont été détruits à Gaza ces 3 derniers mois. La plupart des Gazaouis vivent sous des tentes dans le froid. Les enfants sont toujours privés de tout, à commencer par l'éducation. L'aide humanitaire est largement insuffisante et ça va empirer puisqu'Israël vient de décider de retirer l'accréditation à 37 ONG étrangères. Alerte, le génocide continue en Palestine. Malgré le cessez-le-feu de carton, depuis 3 mois, au moins 440 Palestiniens ont été tués par l'armée de Netanyahou. Parmi eux, 100 enfants. Un cessez-le-feu où, en moyenne, un enfant palestinien est tué chaque jour n'est pas un cessez-le-feu. Les raids de l'occupation ont visé principalement des habitations de civils dans la ville de Dar el-Balah et le camp de réfugiés de Nusayra, au centre de la bande de Gaza. Il n'est plus à démontrer que la volonté déclarée de l'armée d'occupation est claire. Continuer de mener des opérations militaires en profondeur à Gaza. Cette annonce constitue une déclaration de guerre de l'entité sioniste au cours des dernières 24 heures. Son message est clair. Elle rejette la deuxième phase du cessez-le-feu et est déterminée à continuer le massacre. Cette situation exige une pression internationale réelle sur l'occupation sioniste afin qu'elle applique l'ensemble des étapes et obligations de la deuxième phase, car l'occupation cherche actuellement à se soustraire à ses engagements concernant le cessez-le-feu. Les violations répétées du cessez-le-feu par l'entité sioniste suscitent de vives réactions. Les attaques visent quasi systématiquement des zones civiles. L'occupation continue d'imposer aux Palestiniens des conditions de vie inhumaines. Histoire avec cet hommage à une figure emblématique de la révolution, Hussein Eid Ahmed, qui a joué un rôle déterminant dans la guerre d'indépendance. Il est l'un des fondateurs du Front de libération nationale. Un hommage rendu par des historiens et des chercheurs réunis ce samedi à Alger, nous dit Walid Benouis. Regardez. Historiens, chercheurs et universitaires se sont retrouvés à l'occasion de l'hommage rendu à Hussein Eid Ahmed. Mais au-delà de la figure du Moudjahed, cette rencontre a surtout ouvert un débat plus large sur la mémoire, son impact sur la société et le rôle central de l'historien dans la lecture du passé et la transmission du savoir. Premièrement, il ne faut jamais oublier que l'histoire est une discipline universitaire académique, mais cela n'empêche pas l'historien de participer au débat public, notamment sur ces questions de mémoire et sur ces questions d'identité, parce que ça crée des problèmes actuellement au sein de la société algérienne par rapport à la restitution du passé. Et c'est pour ça que l'historien est là pour non pas corriger ou orienter, mais seulement expliquer, analyser une histoire nationale qui est très importante. La mémoire ne se limite pas à un épisode ou à une période précise. Elle se construit, se transmet et se confronte à des récits multiples, plaçant l'historien face à une responsabilité majeure, raconter le passé sans l'effacer ni le figer. Je pense que le rôle des historiens en général est un rôle fondamental dans la mesure où, s'ils sont de vrais historiens, ils recherchent la vérité pour, comme on le dit très très régulièrement, éclairer et le présent et l'avenir. Maintenant, il faudrait aussi les écouter pour en tirer des conclusions et des leçons. Si on les écoute pour qu'ils nous racontent l'histoire, bien c'est très très bien. Ça éclaire l'histoire pour les citoyens, mais il faut absolument tirer tous les avantages de cette connaissance. Entre hommage et réflexion, cette rencontre rappelle une évidence. Dans une société traversée par les débats mémoriels, l'histoire reste un repère. Et l'historien plus que jamais, un acteur essentiel de la compréhension du présent.
Au Maroc, une seule réalité s'impose, celle d'un quotidien marqué par la précarité, l'isolement et l'oubli. Dans les zones rurales, notamment, les populations vivent sous le seuil de la pauvreté. Une situation révélant un profond décalage entre les promesses du Marzane et la souffrance que subit le peuple. Sami Darli. Regardez où vivent les Marocains, regardez dans quelle situation ils se trouvent, regardez les enfants, ils sont à la rue, c'est une honte. Ce citoyen n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Derrière lui, des milliers de Marocains se battent pour survivre. Face à la précarité persistante, ils se retrouvent contraints de lutter chaque jour pour préserver leur dignité. Accaparés par les impératifs de survie, ils relèguent au second plan les revendications de leurs droits fondamentaux, tandis que les réponses politiques concrètes tardent encore à se manifester. Alors que certains pays s'affrontent entre eux, nous livrons une guerre silencieuse contre notre propre pays. Si nous revendiquons nos droits, nous serons immédiatement envoyés en prison. Dans les villages et les périphéries urbaines, l'abandon des populations par le Marzane est manifeste. Infrastructures insuffisantes, maisons en terre fissurées et abris de fortune. Autant de signes visibles d'une marginalisation persistante et d'une invisibilité sociale criante. Dans certaines zones, des familles sont contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour acheminer leurs malades vers les structures de soins les plus proches, affrontant la neige, des pistes dégradées et des routes totalement impraticables. Ces scènes devenues récurrentes révèlent l'ampleur d'une crise sociale qui dépasse largement la simple question des moyens. Nous sommes conscients que le responsable est corrompu et qu'il doit rendre des comptes devant la justice. Ce qui se passe est injuste. Un simple citoyen qui vole 5 dirhams est immédiatement arrêté et présenté à la justice, tandis qu'un responsable qui détourne 5 milliards demeure en liberté. Chaque jour, ces citoyens livrent un combat silencieux pour la survie et la dignité. Pris entre l'urgence du quotidien et l'attente de solutions durables, les réponses politiques se font attendre, trop souvent tard. Une lenteur qui alimente un sentiment profond d'abandon et d'injustice. Et parmi les choix politiques du Marzane, très contesté par les Marocains, sa politique de normalisation avec l'entité sioniste, ce qui était présenté comme un choix diplomatique, s'est avéré comme une coopération accrue dans les domaines militaires, sécuritaires et économiques. Le Maroc offre surtout son soutien logistique à l'entité sioniste en permettant l'acheminement de matériel militaire via ses ports. C'est un papier signé Walid Benouis et Sami Darli. 5 ans après la signature des accords de normalisation entre le Maroc et l'entité sioniste, le constat est sans appel. Ce qui était présenté comme un simple choix diplomatique s'est progressivement transformé en un alignement militaire et sécuritaire profond avec une entité d'occupation régulièrement accusée de crimes massifs contre les civils. Remuant le couteau dans la plaie, le Marzane fait fi du rejet des Marocains des accords de la honte. Cette fois en signant un accord militaire en ce début d'année. Une démarche qui s'inscrit dans cette dynamique de fuite en avant. Il illustre une dérive politique qui choque les consciences et heurte de plein fouet les principes historiques de solidarité et de responsabilité régionale. La normalisation maroco-sioniste s'est rapidement muée en une coopération militaire structurée, faite d'échanges sécuritaires, de transferts technologiques et de coordination stratégique. Il ne s'agit désormais plus de relations diplomatiques, mais bien d'un partenariat militaire assumé, conclu à un moment où l'armée sioniste mène une guerre de destruction totale contre des populations civiles qui ne diffèrent en rien des pratiques du Marzane au Sahara occidental. Ce partenariat ne constitue pas seulement une trahison d'une cause juste, il traduit aussi un profond mépris de la volonté des peuples, y compris celle du peuple marocain, dont une large frange continue de rejeter la normalisation et d'exprimer sa solidarité avec les opprimés. Restons au Maroc pour parler sport. La CAN 2025, censée célébrer le football africain, est minée par les scandales. Arbitres contestés, préparation chaotique et influence marocaine opaque, nous dit Maïssa El-Bouhla dans ce papier. Censée être une vitrine du football africain, cette édition est aujourd'hui rattrapée par une série de polémiques qui fragilisent sa crédibilité et interrogent profondément l'équité de la compétition. À l'occasion de cette coupe, le continent africain a été la risée du monde. Les Marocains sont arrivés à ridiculiser le continent africain, à jeter l'opprobre et le déshonneur sur le continent africain. Oui. Et cela, bien sûr, est un projet bien calculé, bien préparé.
Depuis le début du tournoi, les erreurs d'arbitrage se multiplient souvent lors de matchs décisifs. Plusieurs sélections africaines et observateurs dénoncent des décisions contestées, parfois lourdes de conséquences, avec un constat amer. Et figurez-vous que les Africains sont unanimes à dire que c'est la pire CAN qui s'est déroulée ces dernières années, avec de nombreuses provocations, avec un arbitrage choquant. Il ne faudra pas une minute. Donc, non, ce qui serait bien, ce serait qu'on gagne un petit peu de temps et qu'on leur donne leur coupe directe et qu'on arrête de me prendre moi pour une bille en tant que spectateur, qu'on arrête d'insulter le foot et qu'on arrête d'insulter ceux qui jouent au foot, les joueurs, parce que c'est les premières victimes. Ce que j'ai vu ce soir est invraisemblable. T'as un défenseur marocain qui met le coude dans la gueule du gars, l'arbitre dit rien. À chaque fois qu'il y a un coup franc pour le Cameroun, le Marocain se met à 1 mètre pour empêcher de jouer vite. Il a jamais fait le ménage. Et il y a évidemment ce fameux penalty. Bon, là, ça s'est vu. Regardez bien l'attitude de l'arbitre. Il est ennuyé parce qu'il sent bien qu'il s'est passé quelque chose. Il sent bien qu'il est dans la sauce. Il sent bien, mais il est en service commandé et ça peut pas se passer autrement. Bon, le niveau arbitrage, c'est la déception. Franchement, c'est la déception. Malgré la présence de la VAR, on a vu beaucoup de situations contestées et contestables. Et là, le journaliste sportif malien Mohamed Soumaré, en mission au Maroc pour couvrir la compétition, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d'hôtel à Rabat. Les circonstances de son décès demeurent à ce jour non élucidées. D'autant plus que ce journaliste s'apprêtait à faire des révélations fracassantes sur les lobbies manipulant la première instance continentale du football. Apparemment, il avait des choses à dire par rapport à tout ce qui est corruption, apparemment match truqué entre l'Algérie et le Nigeria, et il a été retrouvé mort. C'est une blague? Apparemment, les caméras de surveillance de l'hôtel ne fonctionnaient pas. Un autre journaliste a également été retrouvé mort. 2 journalistes qui voulaient dénoncer des complots lors de cette CAN. Qu'est-ce qui se passe? Mais derrière cette succession de décisions contestées, un nom s'impose désormais au centre de la polémique, celui du premier responsable du football, Omar Zane, devenu miraculeusement acteur des instances africaines et dont l'influence au sein de la CAF est jugée tentaculaire par de nombreux observateurs. L'autre problème qu'on a, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont être inféodés à Fawzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine. Et en fait, comme tous les autres, Fawzi Lekja, il a aussi des dossiers. Parce qu'à l'époque, rappelez-vous de ce fameux dossier, lorsqu'il gère le club de Berkane, et on explique qu'il aurait mis un coup de tête à un arbitre éthiopien. Ça avait fait un grand scandale, etc. Et puis l'arbitre éthiopien, lorsqu'on lui a demandé de finaliser tout ça au Caire, il n'ose pas. Et il y a certaines personnes, si je vais au bout, ma carrière, elle est finie. Ça vous donne un peu une idée de la terreur, il n'y a pas d'autre mot, qu'inspire Fawzi Lekja. Ces dérives prennent une dimension plus grave à la veille de la finale, après un communiqué de la fédération sénégalaise dénonçant des conditions de préparation jugées inacceptables. Déplacements sans sécurité adaptés, absence de stade, d'entraînement confirmé à moins de 24 heures du match. Des pratiques déjà dénoncées par le sélectionneur égyptien. Et le pays hôte en Algérie, ça s'était très bien passé. Et sur côté organisation, tout, on était vraiment satisfait avec l'équipe locale. Et à la fin, ça s'est très bien passé. Après, ici, hier, vous avez vu, je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit, aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on les laisse avec la foule populaire comme ça. Mes jours étaient en danger. Cette CAN 2025 met en lumière les magouilles du Maroc et l'injustice qui en découle. Si ces pratiques persistent, c'est tout le football africain qui en payera le prix. Et l'avenir des prochaines CAN risque d'être durablement compromis. Retour chez nous, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Safia Atmani, employée retraitée de la télévision algérienne à l'âge de 77 ans, des suites d'une longue maladie. Le directeur général de l'EPTV présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de la défunte. Elle a été inhumée aujourd'hui après la prière d'Ad-Dohr au cimetière de Koléa à Tipaza. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons.
Et on en vient à présent à parler d'un jeune du moins atypique, Mehdi, un collégien animé par une passion précoce pour la mécanique. Il a très tôt trouvé dans les engrenages et les moteurs plus qu'un simple hobby, mais un univers d'apprentissage et d'ingéniosité. Aujourd'hui, il se consacre à un projet qui lui tient à cœur, construire son propre modèle de voiture. C'est un portrait signé Yasmine Amel. Regardez. Dans sa chambre, le regard fixé sur l'écran de son ordinateur, le garçon analyse des plans de moteurs et de pièces mécaniques. Schémas, techniques et modélisation défilent sous ses yeux. Concentré, il observe chaque détail avec attention. Pour lui, ce n'est pas un simple passe-temps, c'est une passion. Celle de concrétiser ses projets en donnant vie à des moteurs à partir de simples schémas. Ça a commencé en novembre 2024. Il y avait une moto dans le garage. Elle ne marchait pas, je voulais la faire démarrer. Et j'ai cherché c'était quoi le problème. Et c'était pas difficile. Après la moto, j'ai décidé de faire une voiture. Et donc avec mon père, on a fait un châssis. Et par exemple, pour construire un truc, est-ce que avant tu regardes par exemple comment ça marche, comment ça fonctionne, les plans? Techniquement, non. Techniquement, je préfère essayer wahdi et ensuite je vois si ça marche. Si vraiment je bloque, là, je cherche. Loin de l'écran et des schémas, la théorie cède la place à la pratique. On le retrouve dans le garage familial, à côté de son père. Ensemble, ils démontent, ajustent et testent différentes pièces. Le père guide et corrige parfois, tout en laissant à son fils la liberté d'expérimenter. Entre le bruit des outils et l'odeur de l'huile, la passion se transmet naturellement à travers des gestes précis et une confiance partagée. Là, j'aide mon fils qui m'a engagé dans son projet de construction d'une voiture. Les choses qu'il ne peut pas faire, je les fais. C'est lui qui me dirige, c'est pas moi qui... Je ne fais qu'exécuter ses plans. C'est lui qui commande et c'est moi qui agis. Et bon, les instruments qu'il peut utiliser sans danger, je le laisse faire. Mais les instruments qui sont dangereux pour lui et pour tout le monde, comme une débarbeuse, je le fais moi-même. Voilà. Et là, le projet avance tout doucement, et à chaque fois, il y a des transformations, à chaque fois, il y a des... Mais c'est lui qui décide tout. Il faut juste la direction, on a un cardan, il faut juste qu'on le règle à la colonne qu'on a. Ensuite, il reste l'accélération et le frein. Bon, on n'a pas besoin de frein arrière. Enfin, je crois, on n'a pas besoin de frein arrière et les freins avant, c'est le plus important. Ensuite, bon, le levier de vitesse, on l'a. Il reste que, faut qu'on tende encore la chaîne, peut-être faut enlever un maillon. Sinon c'est tout. Chaque geste révèle sa passion pour la mécanique. Observer, comprendre, assembler, peu à peu, son savoir-faire prend forme et ses projets commencent à devenir réalité. Une autre passionnée, Amel Dekkar, qui derrière son objectif capte l'instant avec sensibilité. Vous l'aurez compris, on parle de photographie bien plus qu'un art. Pour Amel, c'est une manière d'observer le monde et d'en révéler l'émotion. À travers sa dernière exposition, elle a choisi de nous raconter la femme Targhi, célébrant la Sbeiba. C'est un reportage signé Falia Al-Hamdi. Regardez. Elle ne chante pas, elle capture. Elle, c'est Amel Dekkar, photographe, reporter d'art, qui a immortalisé à travers ses photos en noir et blanc la Sbeiba, cette fête ancestrale profondément enracinée dans la culture touareg célébrée chaque année à Djanet. J'ai commencé la photo en argentique, donc la pellicule, la chambre noire, et c'est pour ça que j'ai un grand amour pour la photo en noir et blanc. Je voulais faire Djanet, mais en bivouac. C'est énorme, c'est très beau, c'est indescriptif. J'ai côtoyé les nomades, je ne dis pas que j'ai vécu avec eux, dans chaque séjour, je passe voir les nomades et discuter avec eux et passer un moment avec eux et j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. J'ai appris la patience, j'ai appris à être plus calme dans mes décisions et beaucoup de choses. Amel Dekkar explore des techniques photographiques variées pour souligner l'émotion, les lumières et les gestes créatifs des modèles. Je trouve cette exposition vraiment magnifique. Donc ça retrace très bien l'histoire
Et je trouve donc les œuvres vraiment magnifiques, exceptionnelles. Comme toujours, voilà, je trouve que toutes les belles expositions qui sont exposées ici à la librairie ou dans les musées de la Casbah, donc c'est enrichissant aussi pour le tourisme et pour nos cultures différentes dans chaque endroit. J'ai vu le travail d'Amel lors d'un vernissage, une exposition, et ça m'a interpellée, surtout le couple que vous avez en grande photo comme ça. Et je trouvais qu'il y avait, c'est vrai que c'est âme et mémoire, on parle aussi de notre patrimoine, de tout ce qui nous reste, mais la librairie se veut aussi un dépassement. Pour moi c'est une icône. C'est surtout la femme, bon l'homme aussi, mais la femme, et j'ai vu beaucoup de signes à l'intérieur. Cette photo, elle a un dévoilement. Donc c'était comme une icône actentielle, elle pouvait donner encore à notre époque, parce qu'il y a une grande civilisation à l'intérieur. Les chants féminins, lancinants et puissants, dictent le rythme. Les costumes, les bijoux d'argent, les voiles indigo font de la Sbeiba un spectacle visuel et spirituel unique. Et dans l'actualité également, cette explosion de vues sur les réseaux provoquée par iShowSpeed, le célèbre streamer américain qui a fait escale en Algérie lors d'un voyage marqué par la découverte et l'échange culturel. Du sud du pays à la capitale, le créateur de contenu s'est immergé dans les traditions, la musique et la gastronomie locale. C'est un papier signé Sami Darli. L'Algérie s'est retrouvée ces dernières heures au cœur d'un buzz mondial. Le célèbre streamer américain iShowSpeed, suivi par des dizaines de millions d'abonnés à travers le monde, a choisi le sud algérien Janet comme étape de sa tournée baptisée Speed Dose Africa, une tournée médiatique de 20 pays africains en seulement 28 jours, diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Lors de sa visite, le streamer fait découvrir la richesse de la culture touareg entre musique traditionnelle, tenues emblématiques et modes de vie ancestraux. Une immersion authentique qui a mis en lumière un patrimoine souvent méconnu du grand public international. En quelques heures seulement, son live stream de 1h26 a atteint plus de 3,2 millions de vues, offrant une vitrine inattendue au Sahara algérien, à ses paysages, mais aussi à l'accueil de ses habitants. Une exposition numérique massive portée par les nouveaux médias qui dépassent largement les circuits traditionnels de communication. Cette visite relance le débat sur la place de l'Algérie dans la sphère numérique mondiale, considérée comme une opportunité de rayonnement culturel. Après le sud du pays, iShowSpeed a poursuivi sa tournée en faisant escale à Alger, la capitale, qui s'est retrouvée à son tour sous l'œil de millions d'internautes à travers le monde. iShowSpeed ne s'est pas contenté de parcourir les rues et ruelles de la capitale. Le streamer américain a également mis en lumière la cuisine algéroise, découvrant en direct des plats emblématiques dont le couscous, célèbre plat national. À travers cette visite, la virée n'était pas seulement une simple escapade, elle avait aussi une dimension économique, un voyage authentique entre tradition, découverte et rencontre où l'hospitalité algérienne s'est révélée comme un véritable voyage culturel. Et autres médias également qui vantent les atouts touristiques innombrables de l'Algérie, la chaîne YouTube True Globe, qui a récemment consacré un documentaire dans lequel elle estime que l'Algérie est un pays aux potentialités avérées, mais qui reste méconnu. Le documentaire met en lumière le tourisme saharien, mais aussi des villes chargées d'histoire, comme Constantine ou Ghardaya, Anichir. Tous ceux qui visitent l'Algérie sont unanimes à dire l'Algérie est un pays d'une beauté rare. Pourtant, il reste encore largement inconnu du grand public. C'est ce qu'a confirmé une chaîne YouTube internationale indépendante qui a consacré un documentaire à ce pays aux multiples facettes dont les secrets ne sont pas encore totalement révélés. Le documentaire met en avant des paysages sahariens parmi les plus spectaculaires du monde, aux villes chargées d'histoire comme Constantine ou Ghardaya, illustrant la diversité naturelle et culturelle exceptionnelle du pays. Avec un patrimoine millénaire, des sites antiques, des oasis et des espaces encore préservés, l'Algérie apparaît comme une destination au fort potentiel touristique, loin des circuits habituels du tourisme de masse. De plus en plus de visiteurs étrangers témoignent de leur expérience sur place. Ils parlent d'un pays accueillant, marqué par la chaleur humaine et la générosité de sa population. Ce ressenti est également partagé par cette citoyenne américaine qui a souligné la beauté des paysages, la sérénité des déplacements et l'hospitalité constante rencontrée tout au long de son séjour. Well, I love Algeria.
J'aime l'Algérie. L'Algérie est toujours dans mon cœur. Je suis ému maintenant. C'est un endroit merveilleux, avec des gens formidables. J'aime vraiment les jeunes en Algérie. Ils ont tellement de vitalité et le pays en lui-même est absolument magnifique. Il est très diversifié, du nord avec des villes comme Oran, Tlemcen et Alger, jusqu'au sud avec Tamanrast, Batna et Mdeya. Et partout entre les deux extrémités, il y a quelque chose de vraiment unique et de beau à propos de l'Algérie. Avec ses richesses naturelles, son héritage historique et une authenticité encore intacte, l'Algérie possède tous les atouts d'une destination touristique par excellence. À l'heure où de nombreux voyageurs recherchent des expériences sincères et durables, le pays s'impose comme une véritable terre de découverte, de rencontres et de partage entre paysages grandioses et patrimoine exceptionnel. L'Algérie ouvre la voie à un tourisme responsable, authentique et d'une rare beauté. Avec ses richesses naturelles, son héritage historique et une authenticité encore intacte, l'Algérie possède tous les atouts d'une destination touristique par excellence. À l'heure où de nombreux voyageurs recherchent des expériences sincères et durables, le pays s'impose comme une véritable terre de découverte, de rencontres et de partage entre paysages grandioses et patrimoine exceptionnel. L'Algérie ouvre la voie à un tourisme responsable, authentique et d'une rare beauté. Et du sport football pour terminer, le Mouloudia d'Alger a remporté la Supercoupe d'Algérie de football 2025 en battant l'USMA d'Alger sur un score de 1-0. Ce soir, au stade Nelson Mandela de Baraki, le but de la rencontre a été inscrit par Zakaria Naïji à la 74e minute pour le MC Mouloudia d'Alger. Le MCA remporte ainsi une 5e Supercoupe de son histoire et la 2e consécutive. De son côté, l'USM Alger perd sa 4e finale de son histoire contre 2 succès. Et voilà, avec ces images en direct, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé et au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.